Chers auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne de débat d'échange du Studio Kalangu sur des questions d'actualité ou de société. Vous pouvez suivre nos programmes sur les ondes de nos 52 radios et 7 télévisions partenaires qui les diffusent partout au Niger. De la lecture de l'article 13 de la Constitution, il ressort que le droit de jouir du meilleur état de santé physique et moral inclut non seulement le droit d'être en bonne santé, mais aussi le droit d'avoir accès aux prestations des services médicaux et sociaux. Mais comment ce droit est garanti pour les femmes au Niger? Aujourd'hui, nous allons discuter du droit de la santé des femmes au Niger, accessibilité, problèmes et perspectives. Quelle est la situation sanitaire en général au Niger? Quelle accessibilité pour les femmes, surtout en milieu rural? Quelles dispositions sont prises par l'État du Niger pour garantir un accès durable à la santé? À ces questions, nous allons tenter de répondre en compagnie de M. Mohamed Bachir Ali, du syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS. Il est aussi le secrétaire à la promotion des jeunes et au recrutement. En compagnie aussi de représentants du ministère de la Santé publique, de la promotion et des affaires sociales, Dr Abdelrachid Fatimata, directrice de la santé des adolescents et des jeunes. Bonsoir. À la présentation, je suis Rafika Taher. Un bon état de santé d'un individu ou d'une communauté est une condition essentielle pour le développement social, économique et la promotion d'une meilleure qualité de vie ainsi qu'à l'accès à des soins médicaux suffisants et de qualité. Quels facteurs déterminent essentiellement la situation sanitaire au Niger, Dr Abdelrachid? Merci de nous avoir conviés à ce forum. Donc les déterminants de la santé sont de plusieurs ordres. Nous avons des déterminants sociaux, nous avons des déterminants personnels, des déterminants qui sont liés à l'environnement et des déterminants économiques. Ce sont des facteurs qui influencent l'état de santé des populations. La situation sanitaire au Niger, nous pouvons dire qu'elle est assez satisfaisante et stable. C'est surtout ça, elle est stable. Nous n'avons pas de phénomènes sanitaires majeurs qui peuvent influencer la morbidité et la mortalité des populations. D'accord. Oui. Selon une enquête de l'INS en 2014, il est bien admis que la santé est produite à environ 90% en dehors du système de santé où la très forte influence des déterminants sociaux dans la production et l'amélioration de la santé. Donnez-nous plus de détails sur ces déterminants de la santé. Qu'est-ce que c'est? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des facteurs personnels qui sont liés à l'individu même, donc qui peuvent influencer son état de santé. Il y a des facteurs génétiques, donc les individus naissent avec un paquet génétique qui peut les rendre vulnérables aux maladies. Il y a les facteurs économiques, donc dans le cadre de la pauvreté ou que l'individu soit riche, il peut avoir un accès plus facile aux soins de santé. Il y a les facteurs, comme je l'ai dit, sociaux. Nous avons beaucoup de facteurs socio-culturels qui influencent l'accès des populations aux soins de santé. Donc, il y a des facteurs religieux qui sont parfois mis en exergue par certains individus pour ne pas accéder aux formations sanitaires et aux soins offerts par le gouvernement et ses partenaires. Donc, il y a les facteurs environnementaux qui influencent beaucoup aussi la santé. Ces facteurs-là, ils sont, par exemple, nous sommes dans le cas du changement climatique. Donc, c'est des facteurs qui ne dépendent pas des personnes elles-mêmes, mais qui dépendent du climat, de l'environnement et qui influencent beaucoup l'état de santé. Plus de la moitié de la population doit parcourir plus de 5 km pour avoir accès aux services de santé de base au Niger. Niamey a un taux de couverture sanitaire de 98,39% du fait de la concentration des services de santé publics et privés dans un rayon réduit. Qu'est-ce qui favorise cette situation, M. Mohamed? Merci, madame, pour cette question. Et la question de la couverture sanitaire au Niger, c'est une question qui est au centre du débat dans le système de santé au Niger. C'est pour cela que le ministère, à travers ses différents programmes et projets, notamment le plan de développement sanitaire,
Et chaque année, il y a un plan d'abord de développement sanitaire quinquennal chaque 5 ans, il y a le plan annuel aussi. Donc il y a des programmations par rapport à l'offre. Donc l'offre, c'est la couverture sanitaire. Le ministère de la Santé publique, à travers le gouvernement, essaie d'améliorer la couverture sanitaire au Niger. Madame Abdelrachid, qu'est-ce qui favorise cette situation? Du fait à la moitié de la population du Niger de parcourir plus de 5 km pour avoir accès à un centre de santé. Donc pourquoi? Ce que je veux dire, c'est que d'abord le Niger est un pays très vaste. Nous avons 1 267 000 km². Et vous savez, il y a des zones désertiques, il y a des zones difficiles d'accès. La concentration des formations sanitaires, comme il l'a dit, le ministère de la Santé est en train de faire des efforts pour amener les soins de santé partout où les populations se trouvent. Niamey est un cas particulier. Tout le monde se retrouve à Niamey. Et la population de Niamey est plus importante que celle des autres chefs-lieux de région. Donc, en fonction de la population, de son importance numérique, on construit des formations sanitaires. Mais il ne faut pas oublier aussi que si Niamey concentre la plus grande partie des formations sanitaires, c'est parce qu'il y a le privé aussi qui intervient. Donc il y a beaucoup plus de formations sanitaires privées. Tout compte est-il que le ministère de la Santé met en œuvre des stratégies pour toucher les populations où qu'elles se trouvent. Celles qui sont au-delà de 5 km, les CSI font des activités foraines. Ça veut dire que le personnel de santé se déplace pour aller trouver les populations là où elles sont, au-delà de 5 km. Et elles offrent des soins préventifs, curatifs et promotionnels à ces populations. Au-delà de 5 km, il y a des stratégies avancées. Donc là aussi, c'est le même paquet qu'on offre. Et quand c'est des populations qui se trouvent en Nord-Portier, plus de 10 km, plus de 15 km, qui n'ont pas de formation sanitaire, donc là, c'est des cliniques mobiles. C'est toute une équipe qui se déplace avec un véhicule équipé avec des médicaments pour aller trouver les populations là où elles se trouvent. D'accord. Oui. Monsieur Mahaman, en tant que syndicat, est-ce qu'il y a des activités que vous faites pour améliorer cette situation, pour réduire le problème d'équité qui se pose au niveau périphérique? Et l'objectif de tout syndicat, d'abord, c'est la défense des intérêts matériels et moraux de ses militants. Mais la défense de ces intérêts pour les militants-là, c'est à quelle fin? Parce que si les militants, si l'agent de santé est heureux, il est content, c'est pour bien travailler. Donc de ce fait, le syndicat participe à l'amélioration de la qualité des prestations de soins et aussi de la couverture sanitaire. Parce que les syndicats aussi participent à des formations pour les agents de santé qui sont nos militants, dans le cadre de la déontologie, dans le cadre de beaucoup d'autres activités aussi. D'accord. Par exemple, les femmes de la région de Difa ou de Tillabéri vivent des conditions difficiles. La crise les appauvrit davantage économiquement et malgré les nombreuses interventions humanitaires, leur accès aux services de santé et sociaux reste limité et insuffisant. Comment intervenez-vous dans ces zones qui connaissent des situations d'insécurité? Madame Abdelrachid. Merci pour cette question. Vous savez, le système de santé du Niger est résilient. Donc, il s'adapte à toute situation et à tout choc. L'insécurité constitue une situation inhabituelle. Donc, dans la région de Difa, dans toutes les régions où sévit l'insécurité actuellement, le système de santé s'est adapté avec l'appui des forces de l'ordre. Parce que les agents de santé qui sont dans ces formations sanitaires, c'est aussi des êtres humains. Ils peuvent aussi être attaqués pendant leur service. Mais malgré tout, les gens restent pour travailler. Et ça, je pense qu'il faut les féliciter. Oui, il faut les féliciter parce que c'est aussi les soldats du ministère de la Santé. Donc,
Pour vous dire, les femmes en situation d'insécurité, comme je l'ai dit, le système est résilient. On essaye de voir comment prendre en charge la population en fonction du contexte. Par exemple, il y a des formations sanitaires, les directions régionales de la santé, les directions départementales de la santé, où sévit l'insécurité, elles ont changé les horaires d'ouverture des formations sanitaires pour permettre aux femmes de venir. Donc souvent, les formations sanitaires sont ouvertes jusqu'à une certaine heure, jusqu'à 15 heures, et le maximum pour accueillir le maximum de femmes. Elles viennent jusqu'à 15 heures. L'agent de santé, il les reçoit, il leur fait les soins qu'il faut. Maintenant, à partir de 15 heures, et lui, pour sa propre sécurité, en collaboration avec les autorités administratives, les forces de sécurité, on ferme la structure. Parce que, au-delà d'une certaine heure, souvent il y a le couvre-feu, personne ne peut bouger, il y a la mobilité réduite des véhicules, donc on ne peut pas faire d'autres activités. Mais vraiment, quelle que soit la situation qui arrive, le système de santé a toujours été résilient. Il s'est toujours adapté pour pouvoir offrir les prestations aux populations. D'accord. Oui. Monsieur Mahaman, quelle approche vous adoptez pour prendre en compte le droit à la santé des femmes, en général et surtout dans ces régions d'insécurité? Tout individu, que ce soit femme, homme ou enfant, a d'abord un droit à la santé. Donc c'est un droit qui est prioritaire. Donc nous, en ce qui nous concerne, syndicat, parce que le syndicat aussi, il est là pour préserver le droit. Parce que voilà, le syndicat même émane de la Constitution. C'est la Constitution même qui a permis aux syndicats d'exister. Donc c'est un garant de droit aussi. Donc du côté du SUSAS, en tout cas l'effort que le SUSAS est en train de faire pour préserver le droit, pour garantir les droits de ces femmes qui vivent surtout dans ces différentes zones d'insécurité, c'est à travers toujours la même approche, parce que après chaque congrès que les syndicats fait, le SUSAS, il y a des résolutions et des recommandations faites par nos différents délégués qui proviennent de l'ensemble du territoire du Niger, et y compris de ces zones d'insécurité. Et au dernier congrès du SUSAS en 2021, qui s'est tenu en mars 2021 à Maradi, notamment cette question d'insécurité a fait l'objet d'un grand débat et a fait même l'objet d'une résolution qu'on a discutée arrivée au niveau du ministère, où c'est inclus dans les différents points du protocole d'accord entre le ministère de la Santé et le SUSAS. Donc, il stipule la prise en compte de tous les agents, en tout cas l'octroi d'une indemnité à tous les agents qui travaillent dans ces différentes zones d'insécurité. Et cela, c'est pour accompagner ces agents-là, c'est pour les encourager à l'image des FDS qui travaillent dans ces zones. En tout cas, elle a eu à l'expliquer, madame. Donc, les agents de santé aussi sont considérés comme des soldats au niveau de ces différentes zones. Donc, on a demandé au ministère de la Santé d'encourager à travers cette prime de motivation ces agents qui travaillent dans ces différentes zones pour garantir notamment la prestation et le droit de ces femmes qui trouvent dans ces différentes zones. D'accord. Docteur Abdelrachid, vous aviez dit que la situation de la santé, du secteur de la santé est satisfaisante et stable. Mais au Niger, selon l'Organisation mondiale de la santé, on recense une sage-femme pour 3670 femmes en âge de procréer. Donc, quelles répercussions, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela, et quelles répercussions le manque de professionnels de santé qualifiés, médecins, infirmières, sages-femmes, aides-soignants, notamment, peut avoir sur la santé globale de la population? Bon, le chiffre que vous venez de dire, une sage-femme pour 3000 femmes en âge de procréer, je pense qu'il est bon. Oui, parce que la norme, une sage-femme, la norme, c'est une sage-femme pour 5000 femmes en âge de procréer. Ah, d'accord. Donc, tout compte est-il, quand il n'y a pas de ressources humaines, on ne peut pas travailler. La formation sanitaire, on ne peut pas offrir des soins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les ressources humaines qui constituent les soldats du système de santé. Quand vous n'avez pas de soldats, vous ne pouvez pas faire la guerre.
Donc c'est comme ça. La lutte contre la maladie, il faut les ressources humaines. Et les ressources humaines constituent un des piliers du système de santé prôné par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc quand il n'y a pas de médecins, quand il n'y a pas de sage-femme, l'état de santé des populations desservies devient précaire. Les populations sont plus vulnérables parce qu'elles n'ont pas celui qui est compétent pour offrir les prestations qu'il faut. Donc là, vous nous dites qu'une sage-femme pour plus de 3000 femmes en âge de procréer, c'est... Oui, on n'a pas encore atteint la norme. Mais je pense que ce chiffre aussi cache des disparités. Parce que comme vous l'avez dit au tout début de l'émission, il y a une concentration de sages-femmes en milieu urbain. Et ça, le ministère de la Santé en est conscient. Donc, il y a eu des politiques, il y a eu des stratégies pour amener des sages-femmes en milieu rural, pour servir les femmes qui sont en milieu rural. Et ces stratégies, vraiment, elles sont encore d'actualité. On fait tout pour que les sages-femmes qui ne sont pas mariées, puissent aller en milieu rural. Parce que le problème, c'est les couples, pour ne pas diviser les couples. Monsieur Ducizas est là, il ne va pas me contredire. C'est souvent des problèmes qu'on a pour amener des sages-femmes en milieu rural. Mais il y a des motivations. Par exemple, maintenant, une sage-femme qui sert à Bilma, elle aura des indemnités de zone désertique qu'une sage-femme qui est à Niamey n'aura pas. Donc, tout ça rentre dans le cadre de la politique du gouvernement pour amener les ressources humaines là où il faut. Particulièrement les agents de santé. D'accord. Considérant les normes de sociabilité en vigueur dans l'ensemble de la société nigérienne, la qualité, l'accueil ne semble pas intégrer les mœurs des agents des centres de soins. Pour la plupart des patientes, l'accueil reste particulièrement dissuasif. La bonne humeur, la salutation, l'offre de siège, l'empressement, l'écoute, la disponibilité qui participent à la qualité d'un accueil ne se manifestent quasiment pas. C'est selon ces témoignages que nous allons écouter tout de suite, recueillis dans les régions de Zender et de Gaïa. Moi, personnellement, à chaque fois que je pars en consultation, je suis bien traitée par les agents de santé. Mais il nous arrive de voir souvent certains agents de santé crier sur les patients. Mais en tout cas, la majorité nous accueille bien. Je dirais beaucoup reste à faire. C'est vrai, ce n'est un secret pour personne. Nous avons une multitude de services de santé publique avec des matériels de soins adéquats. Mais le problème se situe au niveau surtout de l'accueil des malades, ce qui décourage surtout les femmes à aller vers ces centres de santé là régulièrement. Je vous parle par exemple du cas de Zander. On rencontre, nous en tant que femmes, des problèmes surtout avec les sages-femmes, les infirmières qui sont nos propres sœurs et qui devraient être d'ailleurs les premières à nous soutenir et à nous comprendre. Mais c'est tout à fait le contraire de ce qu'on pense. Quand on va dans les centres de santé, surtout publics, on nous traite souvent de la pire des manières. On ne nous accueille pas comme se doit. C'est pour ça que souvent on choisit les cliniques parce que là-bas, au moins, on sera écouté attentivement. Ce qui est drôle, c'est que ce sont les mêmes personnes qui nous traitent mal en public. C'est elles qu'on retrouve encore dans le privé. Et là-bas, elles nous traitent mieux parce qu'elles ont un intérêt à défendre. Dans les hôpitaux, les agents de santé n'accueillent pas bien les malades. Pour être bien accueilli, il faut avoir des connaissances là-bas. Quand tu accompagnes un malade à l'hôpital dans ces conditions, c'est le calvaire total. Il va souffrir davantage par manque d'attention. Pour avoir accès au docteur même, c'est des problèmes. Les agents font une mauvaise mine face aux patients. On peut même faire passer en premier celui qui est en dernière position dans le fil d'attente. C'est pour ce genre de comportement qu'il vaut mieux aller se soigner dans les cliniques quand vous avez les moyens. Dans les hôpitaux de l'État, il y a un mauvais accueil. Les agents de santé ont une manière particulière de t'observer pour voir si tu es riche ou pauvre. Si tu es riche, ils t'accueillent et te traitent bien. Mais s'ils te prennent pour un pauvre, ils t'ignorent et si tu leur parles, ils te crient dessus et te réprimandent. Un malade qui vient pour des soins, quand on le réprimande, on accentue son mal. Et quand il est bien accueilli,
la moitié de son mal est guéri. Qu'ils changent leur manière d'accueillir les patients. On ne les emploie pas que pour les riches. Voilà, c'était des personnes plus ou moins satisfaites de l'accueil dans les centres de santé. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Mahamadou? Et l'accueil au niveau des centres de santé, je pense que ça fait partie des points clés même pour une bonne prestation. Parce qu'on a toujours dit un client bien accueilli, il est à 50% guéri. Déjà, quand il est bien accueilli, là, il est à 50% guéri. Et que ce soit le ministère, que ce soit le syndicat, que ce soit les ONG, en tout cas, tous ceux qui ont une main mise dans le système de la santé et renforcent la capacité des agents de santé par rapport à l'accueil. Parce que moi, j'ai eu à travailler même dans les milieux ruraux et franchement, et régulièrement, le district, que ce soit la DRSP, et recycle les agents par rapport à l'accueil. Mais on vient d'écouter les témoignages. Il y a des agents de santé qui sont bons. Ils accueillent bien. Malheureusement, et j'ai eu à travailler avec beaucoup de personnel masculin et féminin. Et comme l'a dit une des témoins, c'est au niveau du personnel féminin qu'on a le plus de problèmes d'accueil. Alors que normalement, c'est la femme qui devrait être mieux placée pour accueillir quelqu'un. Et mieux un patient ou une cliente, une sœur femme. Mais malheureusement, la réalité de nos centres de santé, c'est autre chose encore. Et même le syndicat fait des efforts. Justement, qu'est-ce que le SUSAS fait pour améliorer cette situation d'accueil? Parce que chaque année, le BEN SUSAS arrive à faire au moins une à deux fois le tour de toutes les sections du pays qui se trouvent au niveau des districts sanitaires, de gros centres de santé. En tout cas, de Torodi jusqu'à Gingimi, jusqu'à Bilma, le BEN SUSAS arrive à faire au moins un tour par an. Et à chaque fois, à chaque rencontre, l'accueil, la déontologie, l'éthique et la déontologie, ils font partie des sujets de discussion. Donc, le SUSAS aussi n'a pas un œil très regardant par rapport à l'accueil des patients. D'accord. Docteur Abdelrachid, quelles sont vos impressions par rapport à ces témoignages? J'ai écouté les témoignages et c'est une situation qui est quand même déplorable parce que le ministère de la Santé a tout fait pour mettre les agents de santé dans les bonnes conditions de travail. D'abord, le salaire. Je pense que M. de SUSAS ne va pas me contredire. Le salaire des agents de santé, quand même, est un peu mieux que celui des autres cadres. Donc, le ministre de la Santé, à chaque occasion, il rappelle que être agent de santé, c'est l'individu qui s'est proposé. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a obligé à être agent de santé. Et quand on est agent de santé, on doit respecter l'éthique et la déontologie. Avec le syndicat, chaque fois qu'il y a des réunions, on insiste là-dessus. L'accueil dans les formations sanitaires. Mais comme il l'a dit, le prestataire de santé, l'agent de santé, c'est un tout. Il a vécu dans un milieu, il a eu une éducation particulière et il vit dans un milieu particulier. Certes, il y a des bons agents, mais il y a aussi des mauvais agents. Et à chaque fois qu'il y a une mission de supervision, les superviseurs, quand ils partent dans les formations sanitaires, ils attirent l'attention des prestataires, des agents de santé sur l'accueil. Parce que nous ne devons pas oublier qu'en tant qu'agent de santé, une dame l'a dit dans le témoignage, nous sommes là pour servir les populations, pas pour être contre elles. Nous sommes là pour leur bien-être, pour leur santé. Donc, il y a aussi des stratégies qui sont mises en œuvre maintenant, d'assurance qualité. Et de résultats à partir, par exemple, on a le financement basé sur le résultat, qui est une stratégie qui est en train d'être mise en œuvre. Parce que là, on met tout, les partenaires mettent tout dans la formation sanitaire pour améliorer les prestations.
Et quand l'accueil n'est pas bien fait, c'est des points en moins pour cette formation sanitaire. Donc, ce financement basé sur les résultats a été mis en œuvre à titre pilote dans la région de Dosso. Maintenant, on veut l'étendre à toutes les formations sanitaires. Donc, tout agent de santé qui se comporte mal envers les prestataires, il sera sanctionné par lui-même, il va se sanctionner, il va s'auto-sanctionner parce qu'il n'aura pas accès à des indemnités qu'on doit lui donner. Il sera mal vu par la population et la population a le droit de demander le départ d'un agent qui se comporte mal. Donc vraiment, nous sensibilisons les agents. D'accord. Il y a des stratégies d'assurance qualité qui sont en train d'être mises à tous les niveaux pour améliorer cette situation. D'accord. Un accent particulier sur les activités de la santé, de la reproduction et surtout de la planning familiale. Comment ça se présente? Comment se présente le cadre officiel des consultations? Pour les consultations familiales, en général, c'est surtout de ce côté qu'on remarque le mauvais accueil. Donc, comment le cadre se présente en général? Bon, le ministère de la Santé a mis en place des stratégies pour atteindre les femmes qui ont besoin de planification familiale. D'abord, il y a la sensibilisation, la communication pour un changement de comportement. Donc, cette communication, elle se fait à travers les radios, les télés, mais il y a aussi la sensibilisation de proximité. Dans les formations sanitaires, chaque matin, avant de commencer les activités, les sages-femmes, les infirmières, elles font une communication pour les femmes, au profit de l'APF, la planification familiale. Mais quand vous dites que c'est au niveau de la planification familiale que l'accueil parfois n'est... Non, je ne pense pas que ce soit par rapport à l'APF seulement. Les problèmes d'accueil qu'on a remarqués, c'est pour toutes les prestations au niveau des formations sanitaires, que ce soit pour la vaccination de l'enfant, que ce soit pour la prise en charge de la malnutrition, c'est au niveau de toutes les formations sanitaires. Mais pour la planification familiale, il y a beaucoup de contraintes qui sont ressorties pour l'utilisation des méthodes de planification familiale. La première contrainte, c'est que la femme n'a pas de pouvoir décisionnel. Le DSN 2012 a fait ressortir que la femme n'a pas le pouvoir décisionnel pour sa propre santé. Si elle est adolescente, il faut qu'elle demande à ses parents. Si elle est mariée, il faut l'avis du mari. Donc ça, déjà, c'est une première contrainte. Elle ne peut pas aller. Il y a la contrainte financière. Alors que dans d'autres pays, les méthodes de planification familiale sont payantes. Le Niger a rendu gratuites toutes les méthodes de planification familiale. Mais malgré tout, les femmes ne vont pas. Il y a le volet socio-culturel. Donc, beaucoup de rumeurs, beaucoup de on-dit sur la planification familiale qui font que ça décourage certaines femmes à aller. Alors que la planification familiale, c'est la meilleure méthode pour assurer le bien-être, la santé de la mère, de l'enfant et de toute la famille. Je pense que sur le plan religieux, la planification familiale n'a pas été interdite. Donc, au Niger, ce sont les rumeurs, ce sont parfois l'accueil des prestataires qui influencent les femmes. Mais la direction, il y a une direction pour vous dire comment le gouvernement a pris à bras le corps la question de la planification familiale. Il y a une direction nationale de la planification familiale et qui fait ses efforts pour faire remonter le taux d'utilisation de la planification familiale. D'accord. Concernant aussi les mutilations génitales féminines, au plan législatif, une loi adoptée en 2003 l'interdit. Mais la pratique est présente au Niger. Une enquête rapporte une prévalence de 2% jusqu'en 2012 et la région de Tillabéri enregistre d'ailleurs la plus forte prévalence, 9%. Qu'est-ce que vous faites face à cette situation? Oui, le ministère de la Santé a fait je rappelle un peu, je reviens un peu sur des droits de la femme. A fait des droits de la femme son cheval de bataille. Oui, parce que
une mutilation génitale féminine, c'est aller contre les droits de la femme. C'est aller contre les droits en santé de la femme. Quand on voit les conséquences de ces mutilations génitales féminines, c'est dramatique. Il y a des femmes qui développent des fistules génitales féminines à travers des mutilations génitales féminines. On les a mutilées quand elles étaient enfants. Maintenant, au moment de l'accouchement, elles développent encore une fistule génitale féminine. Donc, est-ce qu'il y a des activités contre cette pratique? Oui, il y a la sensibilisation. Il y a la sensibilisation. C'est pris en compte aussi dans le plan d'élimination de la fistule génitale. Et toutes les complications liées aux mutilations génitales féminines, elles sont prises en charge dans les centres spécialisés, au niveau du ministère de la Santé, dans les hôpitaux. Partout là où il y a un bloc opératoire, le chirurgien peut prendre en charge ces cas de mutilation génitale féminine. Mais le plus fort accent est mis sur la sensibilisation. D'accord. Oui, oui. Monsieur Mahamadou, donc quelle est votre intervention contre cette pratique? Oui, comme elle l'a bien expliqué, les mutilations génitales, là, ça existe bel et bien au Niger. Mais malheureusement, c'est la source même qui fait cette difficulté, la source de cette mutilation. Parce que la mutilation génitale, c'est un truc un peu social. Donc, au niveau de chaque zone, au niveau de chaque communauté, c'est surtout des dames, des vieilles dames qui sont là, qui font cette pratique. Et en général, ils font ça en cachette. Ce n'est pas en public. Et quand l'agent de santé va voir ça, c'est lorsqu'il y aura des complications. C'est au stade de complications que l'agent de santé va rencontrer ces genres de femmes mutilées. Donc, surtout, comme elle l'a expliqué, docteur, l'accent est mis sur la sensibilisation. Parce que c'est la sensibilisation qui va permettre à éradiquer ces genres de pratiques. D'accord. À Washington, en septembre 2021, un nouveau financement approuvé aujourd'hui par la Banque mondiale permettra au gouvernement nigérien d'élargir la fourniture de services de santé de meilleure qualité aux femmes et aux enfants sur une période de 15 ans. Ce financement est axé sur quelle couche sociale exactement? Bon, je ne sais pas de quel financement il s'agit, puisque le ministère de la Santé a reçu beaucoup de financements. Là, on dit c'est pour élargir la fourniture de services de santé de meilleure qualité aux femmes et aux enfants de moins de 15 ans. C'était en septembre 2021 à Washington. Ah, ok. Oui. Donc, vous parlez du projet Lahia Iali. Oui, voilà, Lahia Iali. Voilà, Lahia Iali qui intervient dans les régions de Maradi et Zender. Oui, en fait, ce financement a été obtenu par le Niger pour prendre en compte la situation de santé des adolescents, des enfants de 0,5 ans dans ces deux régions, où vraiment on a remarqué que la mortalité infanto-juvénile est la plus élevée. Il y a beaucoup de décès maternels, il y a beaucoup de cas de malnutrition et le changement de comportement des populations envers leur propre santé est difficile à maîtriser. Donc ce financement, nous l'espérons, va faire rehausser les indicateurs de ces deux régions-là. Oui, oui. Et quelles sont les couches sociales concernées? Les couches sociales, c'est tout le monde. Ça commence du niveau communautaire jusqu'au niveau des prestations de santé, jusqu'au niveau des hôpitaux. Vous savez, le système de santé, je rappelle, va jusqu'au niveau communautaire. Les interventions au niveau communautaire, c'est au sein du village. Donc, il y a des agents de santé communautaire qui ont été formés pour prendre en charge les premiers cas avant d'aller au niveau de la formation sanitaire et remonter jusqu'au niveau des hôpitaux de référence. D'accord. Aussi, docteur Abdelrachid, qu'en est-il de la gratuité des soins des femmes et des enfants de 0 à 5 ans? Comment cette prise en charge se déroule et quelles sont les difficultés rencontrées? La gratuité, elle est toujours en cours. C'est une stratégie que l'État du Niger a adoptée pour faciliter l'accès aux soins de santé pour les enfants de 0,5 ans et les femmes en âge de procréer. Donc, c'est casser cette barrière financière-là qui empêche aux enfants et aux femmes de se soigner. C'est pour ça que la gratuité des soins a été mise en œuvre. Et elle est d'actualité.
Les seules contraintes qu'on a avec la gratuité, c'est la lenteur dans le remboursement des factures. Mais les factures sont en train d'être remboursées et l'État est en train de prendre à bras le corps le remboursement des factures. Il y a une structure qui a été créée, l'INAM, récemment, et qui sera mise en place pour veiller à la gestion de cette gratuité. D'accord. Et je veux rappeler que grâce à la gratuité des soins, le Niger a pu réduire la mortalité infanto-juvénile. De combien de pourcents? On était à 127% en 2012. En 2015, on est revenu à 126%. Voilà. Merci, Dr Abdel Rachid. Monsieur Mahamadou, quelles sont donc les solutions d'une mise en œuvre durable? Pour la mise en œuvre durable de la prestation de soins envers les femmes, d'abord, en premier lieu, c'est l'amélioration de la couverture sanitaire. Donc, l'amélioration de la couverture sanitaire, c'est améliorer l'accès. Donc, apporter les formations sanitaires beaucoup plus proches des bénéficiaires. Donc, ça, c'est un premier point. Après ça, il y a aussi la mise à niveau des différentes formations sanitaires. Il y a le plateau technique qui est là. Donc, le personnel et le matériel est consommable adéquat. Il y a aussi le recrutement des agents de santé qualifiés pour mettre en place dans ces différentes formations sanitaires. Le point par rapport au recrutement fait partie des revendications même du SUSAS. Le premier point du protocole d'accord et le deuxième point, ils font partie, ce sont tous des points liés au recrutement. Et aussi, il ne suffit pas de créer des formations sanitaires, de mettre les agents, il faut suivre. Le suivi là est très important. La supervision, le suivi des agents qui sont sur le terrain, le recyclage aussi, c'est très important. Donc c'est ça qui peut permettre d'améliorer l'accès et d'améliorer aussi la couverture sanitaire. Et selon vous, docteur Abdel Rachid, certains problèmes. Merci. Selon vous, quelles sont les solutions d'une mise en œuvre durable concernant les accueils dans les centres de santé, selon vous? Bon, il faut miser sur les ressources humaines. Parce que quand la ressource humaine est de qualité, je pense que tout peut aller. Il faut continuer à sensibiliser les agents, les prestataires de soins sur l'importance de leur rôle, sur l'importance du rôle qu'ils doivent jouer pour améliorer la santé de la population. Et je pense que le SUSAS travaille avec le ministère de la Santé, main dans la main, pour arriver à améliorer la qualité des prestations. D'accord. Oui. Et quel défi majeur notre système de santé doit relever pour offrir à la population des prestations de qualité dans un esprit d'équité et d'esprit social? Éviter ce qu'on avait entendu en amont dans les témoignages. Quand une personne se présente dans un centre de santé, les agents regardent d'abord quelle est son apparence, son allure pour l'accueillir. Donc, qu'est-ce que vous faites pour éviter cela? Bon, pour éviter cela, dans toutes les formations sanitaires, comme je l'ai dit, maintenant, il y a des staffs, il y a des sensibilisations et les représentants du syndicat font des réunions périodiques pour attirer l'attention. Et l'agent de santé, comme je l'ai dit, il a choisi d'être agent de santé. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a obligé. Donc, et pour améliorer sa prestation, pour améliorer son acceptation par la population elle-même, il faut qu'il change de comportement. Parce que nous sommes là pour le bien-être des populations, pas contre elles. Oui. D'accord. Et l'appel que j'ai à lancer, c'est que les agents de santé ne mettent pas le bien matériel en avant. Nous ne sommes pas là pour le bien matériel. Nous avons prêté serment, le serment d'Hippocrate. Et ce serment-là, nous devons l'honorer. Nous devons le respecter. C'est toujours une sensibilisation continue. Il ne faut jamais baisser les bras. Quand quelqu'un a un mauvais comportement et que tout le monde se met contre lui, il va changer. D'accord. Le droit à la santé étant consacré dans notre Constitution, y a-t-il des stratégies planifiées pour rendre ce droit effectif? Oui.
pour le droit à la santé, Oui. il y a beaucoup de stratégies planifiées. D'abord, le fait même de créer un ministère de la santé publique, de la population et des affaires sociales au Niger, c'est une grande avancée. C'est un ministère qui est là uniquement pour les actions de santé, de population et des affaires sociales. Vous savez que la santé, c'est un tout, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de facteurs, tous les déterminants de la santé. Il y a des déterminants sociaux, il y a des déterminants économiques, il y a des déterminants individuels. Vous voyez? Donc, le ministère de la Santé fait de l'amélioration de l'état de santé de la population, la promotion du droit à la santé. Il fait de ça son cheval de bataille. Vous voyez, toutes les actions de communication. Nous avons un partenariat avec les chefs traditionnels, un partenariat avec les chefs religieux, avec les autorités administratives. Partout où le cas se présente, le ministère fait un plaidoyer pour le respect des droits. C'est la Constitution qui a donné ces droits. Mais aussi, avant la Constitution du Niger, il y avait la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Niger a souscrit à cette déclaration. Donc, tout ce que le gouvernement fait, tout ce que le ministère de la Santé fait, c'est pour la promotion des droits des individus. D'accord. Une dernière question pour vous, Monsieur Mahamad. Quel impact l'amélioration de la santé aux soins peut avoir sur l'espérance de vie à la naissance, à un meilleur bien-être des populations ainsi qu'à la croissance économique nationale? Une question pour vous deux. On commence par vous. L'amélioration de la santé de la population en général. L'impact que ça peut avoir, oui. De cette amélioration, parce que prenez l'exemple de tous les pays développés. Aujourd'hui, les pays les plus développés, ce sont eux qui ont un système de santé en béton. Prenez aujourd'hui l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est une référence. Et c'est parce qu'ils ont mis au devant l'amélioration de la santé de la population. Donc, si la santé de la population en général est améliorée, d'abord l'espérance de vie va augmenter. Et aussi, l'économie du pays même sera rehaussée. Parce que ça permettra de réduire certaines dépenses sur le plan sanitaire et ça reproduira aussi une main-d'œuvre qui est en bonne santé, qui est très efficace et apte à travailler pour fournir en tout cas des résultats pour l'économie du pays. D'accord. Docteur Abdelrachid, quel impact l'amélioration de l'accès aux soins peut avoir sur l'espérance de vie, sur la croissance économique nationale en général? Oui, je voulais rebondir sur l'aspect économique. L'espérance de vie, c'est vrai, quand la population est en bonne santé, donc elle vit plus longtemps. Et quand elle vit plus longtemps, elle a un impact positif sur la production économique. Actuellement, le Niger est en train de vouloir tendre vers la capture du dividende démographique. Et le dividende démographique, c'est transformer notre population jeune, les adolescents, les adultes qui sont producteurs là, transformer notre population jeune en une population adulte, responsable et productrice de richesse. Donc, tant que cette population jeune n'est pas en bonne santé, on n'aura pas des adultes producteurs et notre économie ne pourra pas se développer. Il faut que tout le monde se mette d'accord que quand la population se porte bien, c'est pour avoir le dividende. Le dividende, c'est quoi? C'est la croissance économique qui puisse nous permettre à tous de survivre aussi, de bien manger. Quand il y a un accès équitable aux soins, la population se porte mieux. Vous voyez? Quand elle se porte mieux, elle peut faire des activités économiques qui vont lui ramener des revenus, qui vont lui permettre de se prendre en charge.
Ce qui ressort de ce débat, c'est que la situation du secteur de la santé est assez satisfaisante et stable. Et le système de la santé est résilient et s'adapte à toutes les situations, même en zone d'insécurité. Et pour une mise en œuvre durable à l'accès des femmes à la santé, il faudra améliorer la couverture sanitaire et faire un suivi des agents de santé. Et enfin, selon nos invités, il faudra aussi une ressource humaine de qualité et rendre équitable l'accès à la santé. Nous sommes au terme de ce forum. Nous étions en compagnie de Mahaman Ali Bachir du syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS, en compagnie aussi du docteur Abdelrachid Fatima qui a représenté le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales. Merci chers invités d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous chers auditeurs et téléspectateurs de nous avoir suivis. C'était Rafika Taher à la présentation, à la technique Seini Isaka, à la régie vidéo Mustafa Ayouba. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre thème du forum du Studio Kalangu. Excellente soirée à vous. Au revoir.